matin, on parlait des visionnaires qu'on n'entendait pas ou qu'on n'écoutait pas et dont on s'apercevait trop tard qu'ils avaient eu raison. Peut-être que Nicolas Truong, qui a fait toute une enquête à la fois physique et intellectuelle dans le monde des nouveaux penseurs, des penseurs qu'on ne connaît peut-être pas encore assez, mais qu'il va nous aider à rencontrer et à découvrir, a quelques clés pour ceux qui savent penser l'avenir. Donc je laisse la parole à Nicolas. Merci beaucoup Mazarine Pinjot. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus dans ce beau festival Philosophia à Saint-Émilion. Alors je vous parle à la fois surtout en tant que journaliste, en tant que ancien professeur de philosophie et étudiant en philosophie. Et puis, j'ai eu la chance de diriger pendant 8 ans, en fait, les pages Débat du Monde. Et je suis devenu, depuis quelque temps, en fait, grand reporter. J'ai cette chance-là, cet honneur-là, et d'être grand reporter un peu particulier, puisque je suis reporter en charge de la vie intellectuelle et du suivi du monde des idées. Tout simplement parce que je considère que la vie des idées, les philosophes que vous avez entendus hier, que vous avez entendus ce matin, les intellectuels que vous écouterez cet après-midi, eh bien, était également un terrain comme un autre. Donc il fallait les suivre comme un reporter de guerre, d'amitié parfois, d'inimitié, de conflits, de zones, de théâtre d'opération. Et c'est aussi peut-être une phrase, un mot, une idée en fait de Michel Foucault en 1978 qui m'a conduit à faire cette demande au journal et à occuper ce poste. Michel Foucault avait lancé en fait des reportages d'idées. En effet, il disait en fait, il y a plus d'idées sur la Terre que les intellectuels souvent ne l'imaginent. Et ces idées sont plus actives, plus fortes, plus résistantes et plus passionnées que ce que peuvent en penser les politiques. Il faut assister à la naissance des idées et à l'explosion de leur force, et non pas seulement dans les livres, disait-il, qui les énoncent, mais dans les événements dans lesquels elles manifestent leur force, dans les luttes que l'on mène pour les idées, contre ou pour elles. Et il disait même que ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, mais que le monde a plein d'idées. Et en effet, j'ai eu la chance depuis un an d'enquêter notamment sur des nouveaux mouvements intellectuels, mais également des mouvements sociaux plus profonds, de gens qui s'installent pour vivre ailleurs, autrement, tout près de chez vous, ou voire même comme vous vivez. Mais souvenez-vous, c'était, comment dire, il n'y a pas si longtemps, à peine une semaine après le confinement, c'était au fond pour nous déjà le monde d'avant et on n'avait de cesse de parler du monde d'après. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais alors que notre pays, ainsi qu'une grande partie du monde entier, était à l'arrêt, il y avait comme un désir, une envie, un souhait, une injonction même, parfois une obsession à penser l'après. Non pas tant de penser le présent, mais imaginer, se projeter dans le futur. Souvenez-vous, tout devait changer. L'économie, la politique, la santé. Exemple parmi mille autres, l'économiste Thomas Piketty écrivait « La crise du Covid-19 va-t-elle précipiter la fin de la mondialisation marchande et libérale et l'émergence d'un nouveau modèle de développement plus équitable et plus durable ?» C'est possible, disait-il, mais ce n'est pas gagné. Et la sensation qu'avait le collapsologue Pablo Servigne, pourtant très discuté, ce théoricien de l'effondrement, lui disait qu'au fond, cette pandémie a créé une brèche dans l'imaginaire des futures politiques possibles. Cette sensation était communément partagée par beaucoup, si ce n'est par tous. Alors pour lui, évidemment, il s'agissait de tourner la page de cette idéologie de la compétitivité et de l'égoïsme institutionnalisé, voilà, pour aller vers une sorte de vie plus solidaire, de retrouver une forme d'autonomie à l'échelle individuelle, locale, nationale. Bref, l'exact inverse de ce que l'on vivait, disait-il, à l'époque. Parce qu'effectivement, très curieusement, cet arrêt a provoqué la sensation suivante qu'on vivait dans un monde qui n'était pas normal. Et il y a eu un manifeste d'ailleurs pendant le confinement qui s'appelait Manifeste contre le retour à l'anormal, avec un L apostrophe. Et
cette politisation du virus, au bon sens du terme, ce n'est pas simplement la politisation du virus qui reposait sur le fait que est-ce que le gouvernement n'a pas fait suffisamment le plein de masques, a réussi à mettre des tests satisfaisants en place, jusqu'à aujourd'hui mis à contribution, puisqu'il s'agissait de faire une guerre contre le virus, une économie précisément de guerre, en mobilisant notamment les cliniques privées, en mobilisant l'industrie textile pour fabriquer des masques, etc. Non, la politisation du virus chez un certain nombre d'intellectuels, qui sont d'ailleurs là, ici, dans la salle, et qui ont parlé hier ou parleront tout à l'heure, a porté sur d'autres choses. En fait, par exemple, le sociologue Bruno Latour a, lui, invité à imaginer les gestes barrières, en fait, contre le retour à la production d'avant-crise. Alors, comme renoncer par exemple à prendre inutilement l'avion ou à cultiver des tulipes hors sol, afin de devenir, disait-il, d'efficaces interrupteurs de globalisation. Prenez un exemple, par exemple, disait-il, l'autre jour, c'était à l'époque, c'était je crois en mars, qu'il écrivait ce texte, on présentait à la télévision un fleuriste hollandais, les larmes aux yeux, obligé de jeter des tonnes de tulipes, prête à l'envoi, qu'il ne pouvait plus expédier par avion, dans le monde entier, faute de clients évidemment. Alors, Latour disait, on peut le plaindre, et bien sûr, il est juste de l'indemniser. Mais ensuite, la caméra reculait, montrant que ces tulipes, il les faisait pousser hors sol, sous lumière artificielle, avant de les livrer aux avions cargo de Schiphol, dans une pluie de kérosène. Et de là, l'expression d'un doute. Mais est-ce bien utile de prolonger cette façon de produire et de vendre ce type de fleurs? Donc, disait-il, pour lutter contre le réchauffement climatique, il n'est plus temps d'infléchir simplement un système de production, mais de sortir de la production comme principe unique de rapport au monde. C'est un sociologue tout à fait sérieux, qui est professeur émérite à Sciences Po, qui prononce ces phrases. Ce n'est pas uniquement comment dire, un représentant de la radicalité, comme on dit aujourd'hui, subversive ou insurrectionnelle. Donc c'est pourquoi le mot fétiche de révolution, en fait, a été souvent remplacé par le terme de dissolution, voire même d'interruption. Et alors, tout devait changer, en effet. C'est un réflexe sans doute humain, peut-être trop humain, de vouloir changer tout cela comme ça. Et on a l'impression que le retour à la normale est quand même assez saisissant. Nous en reparlerons. Le retour au présent est assez rude, assez sévère. Pourquoi cette volonté de se projeter dans l'après? La philosophe Claire Marin explique que pour traverser et supporter une épreuve, elle est philosophe, professeure en classe préparatoire, et elle a écrit un livre qui s'intitule Rupture, rupture au pluriel, elle est spécialiste, on va dire, spécialisée des blessures de la vie. Et elle explique que pour traverser et supporter une épreuve, on a besoin de se dire d'abord qu'elle aura une fin, qu'elle ne durera pas indéfiniment, et ensuite qu'elle a un sens, qu'elle permettra une clarification des lignes, une redéfinition plus ou moins satisfaisante de notre existence, un changement social, politique, économique, bref. On a besoin de penser que les sacrifices qu'elle exige, la souffrance qu'elle impose, seront d'une certaine manière compensées par l'entrée dans une autre réalité où l'on trouvera des bénéfices, des améliorations. Donc on a besoin de l'inscrire dans un mouvement dialectique. Il faut que le négatif devienne positif d'une certaine façon. Bref, il faut que le négatif ait quelque chose d'un peu purificateur, dit-elle, d'une certaine manière. Or, le retour à la normale, pour le coup, à la normale, est assez saisissant. Quelques exemples, le niveau de polluants atmosphériques, par exemple, dépasse maintenant le niveau d'avant la crise, comme l'expliquait un centre de recherche sur l'énergie et l'air pur dans un récent rapport. Et nous parlions de géopolitique hier. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, l'avait lui-même affirmé à propos de cette amplification des fractures qui minent l'ordre international, parce que pendant le Covid, les guerres ont continué. Et comme le disait le sociologue Didier Fassin, nous avons été très focalisés sur nos propres maux, nos propres problèmes, confinement, problèmes domestiques tout à fait louables, mais on a peut-être un peu oublié que le monde, d'une certaine façon, et que le monde continue à tourner. Et Jean-Yves Le Drian disait, je lis et j'entends que le monde d'après n'aurait rien à voir avec le monde d'avant.
Je partage ce vœu, mais c'est de l'ordre de la prédiction. Ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, mais en pire, disait-il. Alors, est-ce qu'il faut en conclure, comme le disait, le chantait plutôt, ou l'écrivait, puisque c'est lui qui a écrit les paroles, dans mon souvenir, Guy Béard, dans une chanson magnifiée par Juliette Gréco, disparue cette année. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson, ou vous l'avez en tête, il n'y a plus d'après. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui. En effet, pour certains, cette crise sanitaire a accentué, au fond, des traits fondamentaux du contemporain et du présent que nous vivions déjà. Et là, pour le coup, je prends un auteur beaucoup plus radical, puisque c'est quelqu'un qui s'inscrivait lui-même depuis très longtemps dans l'après, puisqu'il est un des auteurs présumés de L'insurrection qui vient, ce livre paru à la Fabrique, publié par le Comité Invisible, Julien Coupat, il disait « Nous n'avons vu dans le galop d'essai du confinement mondial aucune césure entre un monde d'avant et un monde d'après. Nous l'avons vu comme un simple révélateur du monde qui était déjà là, mais dont la cohérence était jusque-là tue. » Alors en fait, peut-être que penser sortir du monde d'avant pour aller dans le monde d'après nous a peut-être conduit à ne pas penser le présent et penser l'événement, puisque j'ai démarré après la présentation de Mazarine sur Michel Foucault. Penser l'événement, c'est philosopher par gros temps, disait Foucault, c'est faire une sorte de métaphysique de l'actualité, une sorte d'ontologie du présent, disait-il. Et au fond, on pourrait dire que, si on prend juste un exemple de ce que cette crise a donné à penser au présent, du présent, c'est que ça a été un événement biopolitique sans précédent. Alors qu'est-ce que c'est que la biopolitique? Pour ceux qui n'auraient pas lu ces textes de Foucault, qui sont d'ailleurs très épars et pas si évidents sur le sujet, eh bien, c'est simplement l'idée que le pouvoir ne s'exerce pas seulement sur les citoyens qui peuplent la cité, la police, en grec ancien, mais aussi sur la vie, le bios, et qu'il ne s'étend pas simplement au domaine de la citoyenneté, de la vie civique, mais de la vie biologique. Pas uniquement sur le corps physique, mais sur le corps social, mais sur le corps physique. Donc la biopolitique, c'est ce qu'il dit, Foucault dit que c'est lorsque les procédés de pouvoir et de savoir prennent en compte les processus de la vie et entreprennent de les modifier et de les contrôler. Donc de l'exclusion des lépreux condamnés à la mort civile et parfois même à assister au spectacle et au simulacre, puisque c'était comme ça que ça se passait, de leur inhumation avant de rejoindre une léproserie, en passant par la surveillance des pestiférés assignés à résidence, eh bien le corps, disait-il, est pris à l'intérieur de pouvoirs très serrés par une politique des coercitions. Et c'est pour ça qu'un philosophe contemporain italien qui s'appelle Giorgio Agamben, et qui prolonge au fond les travaux de Michel Foucault, a pu écrire dans un livre assez important qui commence sur l'état d'exception qui s'appelle Homo Sacer, c'est autant insurgé contre l'état d'urgence et d'exception sanitaire qui a été mis en place par les gouvernements européens afin d'endiguer l'épidémie. Les hommes se sont tellement habitués à vivre dans un état de crise permanente qu'ils ne semblent pas s'apercevoir que leur vie a été réduite à une condition purement biologique et a perdu non seulement sa dimension politique, mais aussi toute dimension humaine, expliquait-il dans un entretien que j'ai eu l'occasion de faire avec lui dans Le Monde. Donc, au fond, la différence avec le biopouvoir moderne et le biopouvoir contemporain réside dans le fait que, selon lui, la santé devient une obligation juridique à remplir à tout prix. Parce que, dit-il, la médecine est devenue une nouvelle religion. Donc toutes les libertés peuvent être restreintes, toute la vie affective, sociale et politique suspendue au nom de la survie. Et François Julien, qui est un philosophe qui est peut-être venu à Philosophia ou qui viendra, abondait en disant que c'est d'autant plus absurde que la vie, on ne peut pas réduire, enfin la vie n'est pas une fin en soi et que la survie n'est pas la vraie vie. Lui-même qui a écrit un ouvrage intitulé La vraie vie aux éditions de l'Observatoire. Donc il voit avec d'ailleurs inquiétude, ce François Julien, la société se transformer en un gigantesque hôpital aseptisé où l'on s'immunisera contre l'altérité elle-même. Donc Agamben va très loin, François Julien aussi, puisqu'il
il parle, Agamben, ni plus ni moins d'abolition du prochain. Donc il y a eu une controverse autour de cette question biopolitique pour penser le présent de notre crise, puisque d'autres penseurs tout aussi radicaux, engagés, comme Slavoj Žižek, philosophe slovène, ont dit mais non, il fallait, pour reprendre une terminologie foucaldienne issue donc des travaux de Michel Foucault, il fallait surveiller et punir. En effet, parce que tous ces philosophes se trompent, et Agamben se trompe parce qu'en fait, le capital n'a pas besoin. Quel intérêt le pouvoir de l'État et du capital aurait un besoin à provoquer une crise économique globale pour renouveler leur règne? Non, non, il faut en déduire qu'il se passe autre chose. Et c'est ce que le sociologue français Didier Fassin a appelé au fond la bio-légitimité. C'est-à-dire que s'est-il passé cette fois-ci? Donc de sa lecture de Michel Foucault, d'ailleurs, Didier Fassin tire une leçon complètement différente. Expliquait Mathieu Pot de Bonneville, un autre philosophe très imprégné de la pensée de Foucault. Il disait que finalement, l'idée que la vie doit être protégée, c'est imposé. Cet impératif l'emporte sur beaucoup d'autres normes et ne pas en tenir compte est devenu politiquement très difficile à assumer. Et il est d'ailleurs significatif que les pays qui avaient refusé le confinement, se justifiant au nom de l'immunité collective, ou que même Donald Trump explique que bloquer l'économie ferait plus de morts que le Covid-19. C'est encore, d'une certaine manière, au nom de la vie qu'ils tentaient ainsi d'argumenter leur choix. Donc effectivement, il y a un conflit mondial d'interprétation autour de la protection de la vie, mais on voit que, en tout cas, le présent a malgré tout a pu être pensé, mais la projection dans l'après a fait un peu, comment dire, a voilé un petit peu, me semble-t-il, cette question de la pensée de l'événement du présent. Et à force de vouloir effectivement penser l'après, on n'a pas vu ce qui allait précisément arriver aujourd'hui avec un éventuel possible confinement, couvre-feu, etc. Bref, je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres qui montrent la nécessité d'aller du côté d'une pensée du présent. Alors, est-ce à dire qu'il n'y a plus d'après, comme chantait Juliette Gréco? Non, je ne crois pas, et tous les penseurs qui se sont exprimés à cette table le soutiennent et le soutiendront. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de progrès possible? Est-ce à dire qu'il n'y a plus d'avenir, d'horizon régulateur ou d'utopie? Non, je ne crois pas. Je pense même que énormément d'idées ont émergé. Sandra Aldegier parlait du care, du souci des autres. Mais il m'a semblé, en devenant reporter d'idées, qu'on était déjà, d'une certaine manière, dans le monde d'après, ou que certains commençaient déjà à le vivre. Alors, il n'y en a peut-être pas 1 sur 100, mais ils existent, pour reprendre un autre début de chanson de Léo Ferré, cette fois-ci. Donc, il n'y en a pas 1 sur 100, ils existent, les utopistes. En effet, j'ai eu l'occasion, pendant 1 an, de voyager dans la France entière pour aller à la rencontre de ces personnes venues de milieux très différents. J'ai rencontré aussi bien des catholiques décroissants que des permaculteurs musulmans. J'ai rencontré aussi bien de simples écologistes bontins ou au contraire des zadistes anticapitalistes qui s'installent un peu partout et qui créent ce qu'on pourrait appeler... alors c'est difficile de dire ce qu'ils font. On parle parfois de tiers-lieux, d'écolieux. Alors écolieux, ça peut fonctionner puisque c'est souvent des endroits investis où le rapport à l'écologie est particulier, où on essaie de produire, de vivre de manière assez cohérente, solidaire, en accord avec la nature, etc. Mais écolieu, c'est trop peu, parce qu'au fond, l'envie de vivre de manière plus solidaire, partagée, moins isolée, de manière plus intergénérationnelle, d'inclure toutes les générations dans ce qu'on pourrait appeler une communauté, que sais-je, un village, géré de manière un peu singulière, etc., comme ça existe un peu partout en France, notamment à Trémargat, dans les Côtes-d'Armor. Eh bien, écolieu, ça ne marche pas tout à fait, me semble-t-il, mais ça fonctionne. La preuve, moi j'en ai vu quelques-uns fonctionner très bien, beaucoup se cassent la figure, hein, puisqu'il y a beaucoup d'échecs. C'est très difficile de monter ce type de lieu, pour plein de raisons. Communauté, c'est trompeur, là, pour le coup, parce que les leçons des années 70 ont été tirées et que, d'une certaine manière, les gens veulent vivre aussi de manière aussi individuelle, vivre
l'individualisme au bon sens du terme, c'est-à-dire que la révolution de l'individu, la vivre réellement, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des moments communs, puisque c'est un des mots évidemment très, très importants de ce type d'initiative aujourd'hui en France. Mais cette révolution des communs a eu lieu. Le terme, puisque nous sommes ici dans un festival de philosophie, qui m'a semblé le plus approprié, et pour cause, il n'a pas été employé par moi, il a été popularisé par un agro-écologiste bien célèbre qui s'appelle Pierre Rabhi. Mais en fait, ce n'est pas lui au départ, même s'il a écrit un manifeste avec l'association Terre et Humanisme en 1997 qui s'appelait Manifeste pour des oasis en tout lieu. Ce terme, c'est oasis. Et ce mot vient très lointainement de Nietzsche qui disait que le désert croît, et Victor Ségalen disait que le divers décroît, mais lui, Nietzsche disait que le désert croît. Il vient en partie d'Hannah Arendt, la philosophe que vous connaissez sans doute, qui elle disait qu'effectivement, eh bien, les oasis en fait étaient des endroits soustraits précisément. Alors elle pensait que les oasis à la déferlante d'une certaine manière au monde, à l'aridité modernisatrice. Et en fait, parce qu'elle disait que le danger, en fait, c'est que nous devenions de véritables habitants du désert et que nous nous sentions bien chez lui. Alors qu'au contraire, les oasis, qui étaient pour elle principalement des choses plutôt privées, l'amour, l'amitié ou la création artistique, l'écriture philosophique, ce n'étaient pas des choses politiques, puisqu'elle vivait un monde tellement politique, elle voulait au contraire que ces oasis soient soustraits, au fond, à la politique, à l'idéologie, etc. Eh bien, peut-être que ce terme fonctionne assez bien, et pas mal de philosophes l'ont repris, Aspe l'a repris, Jacques Rancière de manière un peu plus récemment dans un livre qui s'appelle en quel temps vivons-nous. Il disait que, eh bien voilà, un discours sur le présent qui donne de l'espoir aux gens assemblés pour entendre un philosophe, bah, c'est une petite oasis. Une place occupée dans une métropole, bah, tout ça, ce sont des oasis. À savoir des espaces de liberté au milieu d'un désert, à ceci près que le désert n'est pas vide, mais le trop-plein de consensus. Donc après, ce terme a été popularisé, comme vous le savez, par Pierre Rabhi, qui a fondé ce mouvement des colibris, et ces oasis se sont répandues. Mais ces oasis ne sont aujourd'hui plus simplement labellisés par, d'ailleurs, la coopérative Oasis maintenant, qui existe, qui fonctionne, qui est dirigée par Mathieu Labonne, qui est un typique de cette nouvelle génération de population de gens qui s'installent dans des éco-hameaux, puisque lui, il en a un à la ferme du Plessis, près du centre d'ailleurs, on va dire pour faire vite, hindouiste ou de culture védique Hama, comment dire, je crois que c'est près de Chartres. Il est ingénieur, il a un super héros, il a fait des études poussées. Et j'ai rencontré beaucoup d'ailleurs d'ingénieurs qui se disent, voilà, de jeunes gens qui commencent leurs études, qui vont vers des études d'ingénierie. Je me souviens d'une jeune femme précisément dans ce centre-là qui disait, voilà, j'ai commencé, moi j'ai travaillé dans une grande usine, elle est spécialiste du verre. Je suis rentré dans une grande entreprise et je me suis dit, j'aime toujours ça, l'ingénierie du verre, ça la passionne. Je le voyais très bien dans ses yeux et à sa façon d'en parler que ça la passionnait. Mais j'ai pas envie de faire tourner ce monde-là comme ça. J'ai pas envie de ces rapports sociaux-là dans les entreprises. J'ai envie qu'on produise. La phrase que j'ai entendue, la plus simple que j'ai entendue chez ces gens qui ne sont pas d'ailleurs des intellectuels au sens strict du terme. C'est pour ça que Foucault a raison quand il dit que le monde a des idées. Ce n'est pas nécessairement toujours les idées qui guident le monde. Ce ne sont pas des intellectuels qui auraient un petit livre vert à la main et qui feraient leur jardin en permaculture, qui feraient du commerce équitable, etc. Non, mais en fait, ils sont en quête de sens, tout simplement. Ils ont envie de donner du sens à leur vie. Et je trouve que précisément cette crise sanitaire aussi a été à renforcer ce moment de la question. La question et même le questionnement du coup philosophique. C'est-à-dire, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre pour faire quoi? Etc. Et donc, j'ai eu la chance d'aller voir ces gens très différents, de cultures différentes. Il existe effectivement, voilà, comme je vous le disais, des gens qui sont à la fois, qui sont soit croyants, athées, anticapitalistes revendiqués, sociodémocrates, tout à fait intégrés, et qui font aussi revivre, d'une certaine manière, une partie des villages désertés, dont certains étaient complètement désertés, et après être passés pour des
je sais pas, pour des néo-hippies, au mieux des bobos, au mieux des bobos et des néo-ruraux, au pire, entre guillemets, pour des hippies ou des sectes, eh bien, ils sont complètement intégrés à la vie des villages, des communes. Ils revivifient aussi parfois le tissu social et économique à partir, bien sûr, de produits locaux, mais pas uniquement. Ils s'investissent aussi dans la vie politique. Eh bien, voilà, ça s'est essaimé. Et Cyril Dion, qui est donc cet écrivain, essayiste, activiste, on va dire, écologiste, qui a fait ce film Demain, et puis aussi Après-demain, eh bien, dit que le concept d'Oasis s'étend. C'est pas justement ce label qui est venu de Pierre Rabhi des Colibris, maintenant géré par la coopérative Oasis de manière tout à fait intéressante d'ailleurs, et très efficiente. Ça s'est élargi. C'est-à-dire que les gens qui veulent aussi s'installer, vivre autrement, quitter les villes, ou vivre dans leur ville ou leur village de manière un peu différente, de manière un peu plus solidaire, eh bien tout ça se développe énormément, et la crise sanitaire l'a précisément, extraordinairement développé. Alors, ces gens-là, au fond, dans leurs oasis, mettent en culture une sorte de laboratoire du futur. C'est-à-dire dans tous les domaines, que ce soit la politique, ce qu'ils appellent la gouvernance. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont non pas aucun tabou, pas du tout, mais aucun préjugé. C'est-à-dire qu'ils emploient des termes qui viennent de l'entreprise, par exemple, beaucoup, qui a forgé des mots pour résoudre des conflits de manière non violente, holacratie, holocratie, sociocratie, des choses que ceux qui viennent peut-être du milieu de l'entreprise ou qui l'ont fréquenté ou qui connaissent le management connaissent. Et alors qu'ils sont plutôt très critiques à l'égard du système libéral ou capitaliste, ils emploient aussi ces termes-là, mais peu importe, si je puis dire, le flacon, pourvu qu'on ait non pas l'ivresse, mais l'ivresse aussi de la vie commune, de la vie en commun. Et dans certains endroits, dans beaucoup d'endroits, ça marche. Dans beaucoup d'endroits, ça se casse la figure, pour des raisons humaines, principalement, parce que c'est difficile, en fait, de vivre ensemble. Ceux qui ont vécu la crise du Covid l'ont bien montré. Claire Marin a montré qu'effectivement, cette crise du Covid, on l'a vu même en Chine, le nombre de divorces a décuplé, etc. Parce qu'effectivement, se retrouver à vivre même avec la personne avec laquelle on vit tous les jours en face à face, provoque des choses. Des belles choses ou des choses plus douloureuses. Mais en tout cas, ils ont inventé en termes de gouvernance, il me semble une évidence, en termes d'économie, de monnaie locale, mais pas uniquement. Mais oui, on voit bien qu'effectivement, j'ai suivi un projet près d'Agen qui s'appelle Terra, qui fonctionne. C'est une des plus anciennes monnaies locales d'ailleurs en fait, mais qui fonctionne d'ailleurs jusqu'à Bordeaux, qui s'appelle l'Abeille. En fait, ils veulent où on paye effectivement dans une monnaie en fait locale pour que la monnaie soit réinjectée dans des produits respectueux de la nature, de l'écosystème et de l'écosystème social. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très intégrés, beaucoup plus qu'à une certaine époque. Ils veulent s'intégrer, ils ne cherchent pas à vivre. Certains, oui, ils veulent vivre dans ces oasis de façon vivons heureux, vivons cachés. Certains, j'ai rencontré ça, certains ne voulaient même pas dire que je donne leur nom parce qu'ils voulaient vivre, en roue libre, pour citer finalement le nom précisément là d'un écolieu dans les Cévennes qui existe, qui est connu et répertorié, et qui est d'ailleurs membre, je crois, du réseau des oasis. Eh bien, ils sont reliés aussi par des intellectuels. Mazarine Pinjot disait que j'avais eu l'occasion aussi cet été de rencontrer un certain nombre d'intellectuels et de faire de portraits de ces intellectuels de terrain qui s'intéressent particulièrement à l'écologie. J'ai axé un peu cet été sur cette question-là. Prenons deux exemples, Baptiste Morisot, Nastasia Martin. Baptiste Morisot est un philosophe. Il enseigne la philosophie à Sciences Po, Aix. Mais c'est quelqu'un de très particulier. C'est un philosophe qui est pisteur de loups.
Il piste les loups, les lynx, les panthères des neiges. J'ai eu la chance de partir 2 jours avec lui dans le massif du Vercors, dans une réserve très particulière en fait, qui s'appelle la Vercors Vie Sauvage, où il y a 380 hectares en fait, de forêt qui ont été achetés par des gens comme vous et moi, par 10 000 personnes, pour tout simplement qu'il ne s'y passe rien. Parce que moi, je l'ai appris à cette occasion, les forêts, en fait, ce sont des usines à bois en fait, en France, et que pour développer un arbre, un écosystème un peu développé, il faut un peu plus de temps que 60 ans. En général, c'est à ce moment-là qu'ils sont coupés. Bref, ce philosophe, tout à fait singulier et passionnant, qui commence à émergent, comme on dit, mais qui commence à être très, très lu, s'investit précisément dans ce type de projet. C'est-à-dire qu'ils sont ancrés aussi dans des territoires. Donc ce n'est pas la fin de l'universel, c'est l'inscription territoriale de la pensée. Nastasia Martin, qui est cette anthropologue, qui a fait, je crois, je parle Les âmes sous contrôle, d'une de ses éditrices peut-être, les âmes sauvages, aux éditions de la Découverte, qui s'intéresse aux populations notamment subarctiques, les Gwich'in en Alaska, les Évennes au Kamtchatka, qui est une anthropologue vraiment très importante, qui est une jeune femme brillante, montagnarde. Elle s'est investie, elle est grenobloise d'origine, elle s'est investie dans le massif des Écrins, où elle habite, et elle a monté une association pour essayer de faire en sorte que son pays se développe, bien sûr, se développe. Elle ne cherche pas du tout la décroissance au sens où on pourrait l'entendre nécessairement, mais pas en faisant un 3e tronçon, je crois ne pas me tromper, de téléphérique, en faisant une sorte de Disneyland de la glisse, mais en faisant quelque chose d'un peu plus respectueux. Donc tous ces endroits sont aussi appuyés par une démarche intellectuelle, et ces intellectuels eux-mêmes se réancrent dans des territoires. Ce qui fait d'ailleurs en fait penser à l'autre phrase de Bruno Latour, qui me semble importante, qu'il écrit dans un ouvrage qui s'appelle Où atterrir. Il pose la question suivante, parce que ce qui était intéressant dans son premier texte pendant le confinement qu'il avait écrit sur le site AOC, là sur ces gestes barrières pour éviter le retour à la normale, c'est qu'il le ponctuait aussi d'un questionnaire. En fait, voilà, il voulait poser aux uns aux autres, à tout le monde, des questions. Qu'est-ce que vous voulez voir revenir, voir partir, voilà, de quoi on peut se débarrasser, quel est l'essentiel, le superflu. Et lui dit, avez-vous remarqué que les émotions mises en jeu ne sont pas les mêmes selon que l'on vous demande de défendre la nature? Là, vous bâillez d'ennui, ou alors c'est trop grand pour vous, pour nous tous, alors que quand on vous dit de défendre votre territoire, là, vous voilà tout de suite mobilisé. Et donc, en effet, quelque chose se joue là, autour des territoires, sans doute, pas du tout réapproprié de la même manière que d'autres qui veulent réinvestir la terre, le terroir, le local, etc., le national contre le global et le mondial, qui me semble assez intéressante, pas du tout parfaite. Il ne s'agit pas de dire ça. Il y a plein de défauts, il y a des travers comme partout. Cyril Dion dit qu'effectivement, parfois, il y a des gourous aussi qui prennent une forme d'emprise sur des groupes ou des âmes perdues. Bien évidemment, tout ça existe, mais il renouvelle en fait ce qu'on pourrait appeler la tradition utopique française. Voilà, cette tradition utopique. Fourier, Proudhon, on en a beaucoup parlé, mais Michel Serres, qui est venu à Philosophia, ça je sais, disait quelque chose de très intéressant. Il disait que les socialistes utopistes, utopiques, comme on disait, comme Marx même disait, les socialistes utopiques du 19e ont été beaucoup plus féconds qu'on ne le croit. C'est à eux que l'on doit des idées folles, disait-il, avec sa manière de parler très singulière. Les crèches pour les enfants, les banques pour les pauvres, des ébauches de sécurité sociale, les mutuelles, etc., qui nous rendent la vie plus douce aujourd'hui. Donc moi, si vous voulez, je n'ai pas vu dans ces oasis le paradis sur Terre, loin de là. Donc ce ne sont pas des paradis, mais chacune à sa manière, des tentatives échouées ou réussies d'échapper à l'enfer de notre désert. Je vais laisser peut-être Mazarine revenir, ou les questions se poser surtout, si vous en avez. Je crois que j'ai une question de Didier Lebray. J'espère que j'ai terminé à peu près dans les formats. Merci infiniment Nicolas pour ce magnifique voyage
en France, de la France des bonnes idées et des talents, des bonnes idées et des bonnes nouvelles aussi de France. J'ai une question très courte. Comment est-ce qu'on transforme un archipel d'initiatives citoyennes, collectives, puissants, il se passe des choses, en quelque chose qui ressemblerait à un projet, pas forcément national, ça peut être global, et qui fédère davantage de monde autour de quelque chose qui serait, employant un gros mot, plus politique? Alors, c'est une excellente question que ceux qui vivent ça ou qui y passent, parce que beaucoup, en fait, ça ne représente pas énormément non plus à l'échelle du territoire. Il y en a beaucoup, mais ce n'est pas dominant largement. Ils se posent la même question, c'est-à-dire qu'en fait, ils se disent qu'effectivement, et j'avais assisté même à une conversation entre d'un côté ceux qui défendaient les archipels, les oasis, multiplier les oasis, et d'autres qui voulaient une politique plus globale, des grandes manifestations, des manifestes, retour d'une forme de parti, différent certes, mais voilà. Et je crois qu'effectivement il y a une dialectique autour de ça, mais tous disent, au fond, l'un et l'autre ne sont pas du tout incompatibles. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont souvent reliés à des combats politiques beaucoup plus larges. Certains sont adhérents, voire à des partis, à des mouvements, dans des associations qui ont des projets beaucoup plus globaux, en fait. Donc, je pense que, en fait, ce sont des lieux à la fois de vie, parce que je crois que c'est très important. En fait, la grande différence, c'est que c'est pas juste de la théorie, c'est-à-dire qu'en fait, on vit, on pense sa vie, on vit sa pensée d'une certaine manière, de manière très concrète. Et à la fois, donc, ce sont des, comment dire, il n'y a pas, je pense, de contradiction intrinsèque entre les archipels, d'une certaine façon, et la grande politique. Ces archipels ou ces oasis sont de la politique. Quelque part, ils font de la politique. Il y a quelqu'un qui me disait, au fond, quand on est plus de 10, on commence à faire de la politique. C'est comme une petite cité à gérer. Et on fait de la politique, et on fait de la politique de telle manière que, du coup, à mon avis, il y a des choses dont on pourrait s'inspirer précisément pour un certain nombre d'institutions, comment dire, les politiques qui prendront le pouvoir, etc. Mais ils ont l'impression, ils n'attendent plus d'une certaine façon qu'il y ait le grand soir, la figure prophétique, la grande personnalité qui viendra. Bien sûr, ils savent très bien qu'en France en particulier, en plus, il faut incarner le pouvoir. Ce suffrage universel, cette élection présidentielle fait qu'on n'est pas comme en Grande-Bretagne ou ailleurs. Voilà, ils le savent très bien. Mais les deux, pour eux, ne sont pas du tout, en fait, incompatibles. Et je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a d'un côté, au fond, la société et l'État, ou comme Clastres disait, la société contre l'État. Je pense que les deux peuvent marcher ensemble. Et d'ailleurs, il y a des projets. Moi, j'ai vu un projet c'est en Ardèche, il y a le moulinage de Chirol, l'ancien moulinage de verre à soie, investi par le hasard et peut-être la nécessité, par beaucoup de femmes d'ailleurs. C'est des chantiers avec beaucoup de jeunes, enfin énormément de jeunes, et en particulier de jeunes femmes, mais pas uniquement, qui veulent faire un espace là-dedans de coworking, un espace artistique, un espace économique, et soutenu. Ces endroits sont soutenus maintenant, enfin là par exemple c'est la commune, la mairie, la région, l'État, mais aussi même l'Europe. Donc on commence à s'intéresser à ça comme des laboratoires en fait, comment dire, aussi pour les grandes institutions ou la grande politique, ou la petite, si je puis dire, au sens d'échelle, pourrait rejoindre la grande. En attendant qu'une main se lève ou pas, d'ailleurs, j'ai autre chose que je n'ai pas pu dire, du coup, en essayant de terminer à temps. Ce qui m'a aussi frappé, c'est la façon de réinvestir les rituels et la question spirituelle, qui est parfois délicate à aborder. Vincent Peillon en parlait hier, lorsqu'il disait que Jaurès professait, au sens propre comme au sens figuré, une sorte de théologie laïque. Là, les rituels se réinventent. C'est-à-dire que, alors on pourrait dire que c'est une forme de liturgie religieuse laïcisée, mais il y a énormément de rituels qui sont réinventés, des rituels de vie commune. Je sais pas, il y a un cercle, par exemple, à table, je me souviens dans une oasis ou éco-hameau, écolieu, qui s'appelait Grain et Sens. Et là, c'était pas en grand groupe, c'était en fait 3 familles qui s'étaient installées là.
on commence le repas par un cercle des gratitudes. On remercie tout simplement la personne qui a préparé la cuisine. Ça peut être tout simplement ça, c'est aussi prosaïque que ça, mais parfois un peu plus, au-delà de ça. Ça peut être les gens de la région qui ont fait le vin, que sais-je, enfin, etc., etc. Ou les gens un peu dont les professions un peu subalternes qu'on ne voit pas, mais qui ont contribué d'une certaine façon à ce que le repas puisse se tenir. Plein d'autres choses, en fait, d'une certaine manière. J'ai trouvé que ça, parce qu'on voit bien qu'on peine là, et ces jours-ci on en parle beaucoup, on peine avec le sacré républicain. Et il m'a semblé que là se jouait aussi quelque chose. Alors, c'est du bricolage. Parfois, ça peut ressembler à des choses aussi, il faut le dire. Enfin, ça peut sembler, enfin, ça peut friser pour certains l'ésotérisme, etc. Bien sûr, il y a plein d'écueils, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant que sur tous ces points, en fait, qui font partie de la vie sociale, ou comment on accueille les gens qui entrent, qui sortent, qui viennent, qui arrivent. J'ai même vu des gens qui se lançaient dans de nouveaux rituels, même pour les séparations, les ruptures, parce qu'on s'aime et on se quitte dans ces endroits-là comme n'importe où ailleurs, si je puis dire, mais qu'il n'y avait pas non plus de rituel pour la séparation. C'est bien plus compliqué que pour l'union, mais même des unions des manières de s'unir très différentes, et de peut-être aussi parfois de ritualiser certains nouveaux liens qui viennent avec les recompositions familiales, les nouvelles manières de vivre, les nouveaux liens qui se créent en fait entre les individus entre des enfants, certains adultes qui ne sont pas leurs parents directs, etc., etc. Que se jouait, que s'inventait en tout cas là quelque chose, me semble-t-il, d'intéressant. Voilà. Oui. Oui, je me demandais, alors peut-être qu'il n'y a pas le recul encore suffisant, mais justement, les enfants qui grandissent dans ces oasis, est-ce que ils sont donc à cheval dans les oasis et les écoles communales, enfin là où, à côté de là où se font les oasis, ou il commence à y avoir des expérimentations d'éducation en rapport avec cette philosophie, enfin avec la philosophie de chacun de ces lieux? Alors, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que, et ça c'est un point que j'ai envie de creuser, parce qu'il faut y passer encore plus de temps sur cette question scolaire et éducative que j'ai eu l'occasion d'aborder de longues années avec un spécialiste, notamment d'Ivan Illich, Jean-Michel Djian, au monde de l'éducation. Il y a les deux. Il y a ceux qui, par exemple, une des plus vieilles communautés de France, là vraiment communauté, on peut le dire, des années 70, qui a été créée en 1971, qui s'appelle Longomaille, Longue Vie en occitan, qui se trouve dans pas mal d'endroits, mais qui est principalement, enfin largement basé autour de Forcalquier, Liman, mais il y a aussi d'autres ramifications, notamment en Camargue. Eux, les enfants, investissent totalement l'école publique de la localité voisine. Donc là, du coup, c'est très aussi intéressant pour tout le monde, pour les mairies, pour les écoles, parce que ça évite qu'on ferme des écoles. Donc là, c'est des écoles publiques, tout à fait classiques, etc. Alors qui sont un peu modifiées parfois par la population elle-même, où du coup, il y a peut-être un peu plus de références aux pédagogies dites nouvelles, enfin, qui sont maintenant assez anciennes, Freinet, etc. Il y a aussi des écoles Montessori, ça c'est une nouvelle, comment dire, comme vous le savez, les écoles Montessori connaissent une nouvelle jeunesse, en fait, aujourd'hui, même de manière très privée, privatisée, etc. Et il y a des oasis moi j'en ai rencontré un endroit qui fait ouvrir en fait une école Montessori d'une certaine manière, qu'il a pratiquement créé en fait, ou investi une école pour que se monte une école Montessori. Donc là ça crée aussi, c'est intéressant, parce qu'ils veulent aussi un autre type d'éducation. Ils disent, nous on a vu dans l'école publique, on aimerait bien les mettre, mais en fait ils nous disent que le budget, ils vont le mettre à mettre des tablettes aux enfants, à mettre des tablettes pour tous les enfants, alors qu'ils ne savent même pas reconnaître une feuille, un champignon, un arbre. Donc on veut un autre type d'éducation. Mais ça crée donc des tensions, du coup, là. Plus de tensions. Voilà. Et puis d'autres qui font de l'auto-éducation, qui font de l'éducation, voilà. Et qui sont peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, on verra, peut-être touchés aussi certains par la loi contre les séparatismes, mais qui ne s'appelait plus comme ça. Et voilà. Et là, c'est évidemment plus, à la fois, c'est une part un peu, pour moi, c'est une forme de trou noir. Là, je sais moins, pour le coup, parce qu'il faut rester plus longtemps que j'ai pu rester, pour savoir un peu comment ça se passe. Parce qu'effectivement, ça heurte au départ. On n'est pas habitué
à ça. On pense qu'effectivement, ce que dit Vincent Payon dans un de ses livres, que quand même, non pas d'arrachement, mais d'élévation, de sortie précisément du milieu, permet un accès à un certain nombre de choses, l'universel notamment, très important. Mais ça existe. On va dire que ces trois choses-là cohabitent. C'est-à-dire à la fois investissement dans des écoles publiques locales, régionales, municipales, enfin voilà, des lycées, pareil. Création, on va dire, l'installation ou la propagation de ces endroits, de ces lieux, de ces résidents, de ces nouveaux résidents de la République, eh bien, créer de nouvelles écoles, un peu alternatives, on va dire, pédagogie nouvelle. Et puis, certains vont jusqu'au bout d'une logique très critique à l'égard de l'enseignement tel qu'il est fait, pratiqué, en étant une forme d'auto-éducation. Mais c'est quand même évidemment assez compliqué d'auto-éduquer. Certains l'ont vu et perçu lors déjà du confinement. Donc effectivement, on peut imaginer ce que c'est à l'échelle d'une vie entière. Oui, je vous en prie. Oui, juste une précision pour votre réponse à la question précédente. Il y a l'exemple de l'Arche qui est beaucoup plus ancien, des communautés de Lanza del Vasto, où là l'éducation est assurée par les parents jusqu'à la 6e et les enfants vont ensuite au collège le plus proche. Ça date du fin des années 50. Oui, tout à fait. Et cette communauté, en fait, s'est installée aujourd'hui à l'Arche Saint-Antoine, en fait, près du Vercors, en fait, aussi, mais l'autre versant, près de l'autre versant du Vercors, près de Saint-Marcellin. Et c'est une communauté tout à fait intéressante qui est, en effet, fondée par Del Vasto, qui était un disciple italien, enfin, franco-italien, on va dire, de Gandhi, et qui a monté cette communauté qui est, on va dire, religieuse, d'une certaine manière spirituelle, on va dire ça, et qui effectivement, alors particulièrement, elle a une spécificité, c'est pas tant l'éducation que l'éducation à la communication non violente et gestion des conflits. Là, par contre, c'est vraiment, ils se sont spécialisés, ils ont même monté des formations, beaucoup de gens, ils viennent s'y former, pas simplement des résidents d'Oasis, viennent se former dans cette, d'ailleurs, magnifique endroit qui est l'Arche de Saint-Antoine, à la communication non violente, la fameuse CNV. On va dans certains endroits, on a l'impression d'être dans... Ce qui est très étrange, j'ai l'impression d'être dans certaines entreprises, on dit voilà, moi dès qu'il y a un conflit, je me mets en mode CNV, communication non violente. On commence, voilà, il y a un conflit, plutôt dire de rester j'ai tort, non tu as tort, j'ai raison, etc. Voilà, c'est un mode de gestion des conflits qui est très étudié. Il y a aussi des moments appelés de réconciliation, où chacun, là, mettons que nous habitions ensemble là dans un quartier de Saint-Émilion, où c'est pas une sorte de speed dating, mais on se retrouve quand même tous les, je sais pas quoi, un peu tous les 6 mois ensemble, et on passe quelques minutes ensemble en face à face en disant voilà, est-ce qu'il y a eu des problèmes cette année, quelque chose ou pas, parce qu'il y a parfois des choses qu'on n'ose pas se dire, qui ont été accumulées, ce genre de choses. Il y a des sortes de grandes fêtes, il y a les fêtes des hommes, fêtes des femmes, c'est des sortes de grandes fêtes qui sont préparées, voilà, il y a ritualisées, etc. Mais je dirais que eux, effectivement, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Je dirais que leur spécificité, si je puis, enfin, je pense, elle est bien sûr autour de cette question du spirituel. Ça fonctionne aussi beaucoup sur le chant, la danse, voilà, et des textes lus le matin au réveil et à certains moments de la journée, mais aussi beaucoup sur cette gestion en fait des conflits, qui est effectivement une des choses les plus importantes en règle générale, mais évidemment en particulier quand on vit de manière commune, communautaire ou partagée. Est-ce que vous pensez que l'instauration du revenu universel, qui nous débarrasserait des contraintes matérielles qui sont très lourdes pour beaucoup, faciliterait l'accès à cet après plus harmonieux et plus humain? En fait, si je reprends en tout cas ce que j'ai pu voir, je sais que certains, cette utopie appelée Terra, là, du côté d'Agen, le promeut. Eux, ils sont vraiment partis de ça, par exemple. Eux, ils sont partis, c'est des militants presque du revenu universel, qui essayent précisément là, de mettre en place ça à l'échelle de leur
Non, pas communauté, parce que là, vraiment, ils habitent chacun, pour le moment, en tout cas, vraiment chacun, ils ont chacun des appartements, des maisons, enfin, c'est pas du tout, il n'y a pas un mode, il n'y a pas une seule manière d'exister dans ce type d'endroits, hein, qui sont d'ailleurs très, très divers et très variés. Et pour eux, c'est ça. Alors, il y a un débat, même au sein de ces collectifs-là, c'est que oui, revenu universel, beaucoup, il ne faut pas aussi se leurrer dans certains endroits, beaucoup vivent avec les minima sociaux, hein, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils se disent... Voilà, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire tourner ça, et bien sûr ça permet quand même à certaines communautés, parce qu'il y a des problèmes de financement tout simplement, c'est comment on finance. Donc eux ont essayé de penser l'économie en fait globale, à la fois la production, mais aussi la monnaie, mais aussi du coup le revenu. Et ils ont commencé à avoir leurs premiers en fait, les premiers revenus de base, on va dire, ou universels pour régler le problème. Mais ils se posent aussi des questions. Certains viennent, parce que beaucoup viennent, c'est pas simplement que des militants anti-salariat, que sais-je, qui viennent dans ce genre d'endroit. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'horizons très différents. J'ai rencontré vraiment des gens qui viennent de l'entreprise aussi, ou des jeunes gens qui sont passés par des grandes ou des petites écoles et qui disent non, on veut, vivre de ce que l'on produit, travaille. Mais par contre, on veut travailler, on veut faire quelque chose qui a du sens. On veut produire quelque chose qui a du sens. On ne veut pas faire tourner, je prends un exemple, je ne veux pas faire tourner des canapés qui sont faits avec des bois qui nous viennent de Chine, de machin, etc., qu'on va vendre, qui vont tenir à l'obsolescence programmée, qu'on va vendre à des couples déjà surendettés. Ça on ne veut pas. Mais par contre, oui, vivre de notre salaire, de ce qu'on produit, pas forcément pour certains, oui, avec un revenu universel, pour d'autres, non, c'est pas la question, mais avec du sens. Enfin, en tout cas, produire. Voilà, retour de la question. Qu'est-ce qu'on fait pour être un peu fier de ce aussi du salaire qu'on reçoit. Je ne suis pas du tout philosophe. Je pense que ma spécialité, c'est la naïveté et j'ai envie de la défendre. J'ai l'impression que vous êtes, oui, tout à fait de l'ordre de votre génération, enfin, que dans la difficulté de quitter un fonctionnement, disons, pseudo-scientifique, où on arriverait à gérer, à contrôler, à mécaniser tout le fonctionnement, je dirais, humain au sens le plus général, complet possible. Mais heureusement, tout ça m'est venu à l'idée à un certain moment, mais après, je trouve que vous avez évoqué une autre façon de penser qui réévoque une partie de l'humanité et qui repose la question, enfin qui se soucie de notre éveil à l'autre, de notre accueil de l'autre dans toute son altérité, et puis être dans un fonctionnement qui se veut uniformiste. Voilà. Oui, alors pour vous répondre là-dessus, les philosophes que j'ai évoqués qui actent pour moi ce tournant écopolitique de la pensée contemporaine, comme Baptiste Morisot, Nastasia Saint-Martin, etc., non pas des mots d'ordre, mais ce qui les rassemble, c'est au fond un nouveau rapport à l'attention au vivant, à l'attention aux autres. C'est ça en fait, c'est une nouvelle économie. C'est-à-dire qu'on a des économies de l'attention qui nous disturbent, qui viennent nous titiller, qui viennent capter en fait les temps de cerveau disponibles, etc., à travers un certain nombre d'artefacts. Et là, je pense qu'il y a une volonté, en tout cas, de cette... c'est pas qu'une génération, parce là, je me suis intéressé à une génération effectivement de jeunes gens, mais elle a été précédée par beaucoup d'autres. On pourrait aller finalement de Claude Lévi-Strauss à Michel Serres, dont je parlais tout à l'heure, Elisabeth de Fontenay, plein de philosophes, mais qui s'intéressent, qui disent effectivement la crise au fond, et même la crise écologique, c'est une crise de la sensibilité. C'est-à-dire qu'on ne fait plus attention à ce qu'on a sous les yeux. Et peut-être que cette crise du Covid, on a entendu à nouveau, on a vu des canards à Paris, et des fouines, et des belettes, il y en avait déjà avant, mais où on a entendu les oiseaux de manière différente. Qu'il y a une crise, en fait, qui est une crise de l'attention, une crise de la sensibilité.
Et du coup, c'est une forme de politique de la sensibilité. Et même, Baptiste Morisot dit une belle phrase, je trouve, il dit, en fait, il faut politiser l'émerveillement. L'émerveillement face à la nature, mais pas simplement, enfin, la nature des choses, comme disait Lucrèce, là, aussi face à... Voilà, l'émerveillement face à ce que c'est qu'une rencontre, l'amitié, que sais-je. Et donc, effectivement, vous avez raison en ce sens-là. Peut-être j'ai été... je me suis peut-être débarrassé au fil du temps et de la conférence peut-être quelques oripeaux très, non pas rationalistes, parce que ça je revendique, et je sais que Étienne Klein va parler, je revendique tout à fait ça, mais effectivement je crois que là, cette nouvelle rationalité prend davantage en compte la sensibilité, et que au fond, voilà, on a trop renoncé à tout ça, et il s'agit de le retrouver, de le réinvestir, et donc de politiser cet émerveillement et cette nouvelle philosophie de l'attention. Merci Nicolas.